Parfait. Alors, je vous propose, on va mettre fin au sondage. Tac. Parfait. En tout cas, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ce live. C'est un plaisir de vous retrouver et ce, malgré la distance. Nous allons aujourd'hui rentrer dans un monde de conception, un monde d'impression 3D. Et pour cela, nous allons être accompagnés de Cyril Lecroc, donc, qui est le fondateur et PDG de la startup WeMed, une startup française que l'on va découvrir aujourd'hui. Et vous verrez, vous allez découvrir des choses très intéressantes. Je serai également accompagné de deux de mes collègues qui sont Pierre Cerveau de chez Formlabs, qui interviendra sur l'aspect aussi technique, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre, j'espère que tu nous entends bien. Bonjour tout le monde. Je suis également accompagné de Bertrand, donc Bertrand Mazur, qui est responsable technique chez Autodesk. Bertrand, tu nous entends également? Oui, très bien. Bonjour à tous. Alors, on voit que tu es pas loin d'une capsule qui est juste derrière toi, de Fusion 360. Donc, on reconnaît un petit peu l'univers de conception. C'est pour Merci d'être masquer avec mes nous. enfants. Du coup, moi, je suis Florian, je suis en direct du Learning Lab, qui est un labo dédié à l'accompagnement et à la montée en compétences sur l'impression 3D. Et notre invité d'aujourd'hui, Cyril, que je vous propose de rencontrer. Donc, comment on va se répartir ce live aujourd'hui? On va avoir une partie vraiment dédiée au projet WeMed, donc la startup de Cyril, et on va rentrer dans un projet qui est le Scope, qui est le premier projet vraiment de WeMed, qui est un stéthoscope connecté et très accessible. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'histoire de ton projet, Cyril, et voir comment tu l'as mis en œuvre, comment ce projet est apparu. Et on va rentrer, tu vas nous partager cette expérience et on t'en remercie sur les phases de prototypage, les phases de conception, de validation de ce projet et des perspectives qui sont en train de se mettre en place. Et bien sûr, on gardera un temps important pour vos questions, parce que vous allez voir, je pense que ça va soulever beaucoup d'interrogations, de questionnements. Donc, vous pourrez les poser en direct dans la zone questions-réponses et on se fera un plaisir d'y répondre tous ensemble. Alors, du coup, Cyril, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer un petit peu ton bagage et comment tu es arrivé à créer ta startup dans le domaine du médical? Alors déjà, bonjour à tous. Alors, le bagage. Avant tout, je suis surtout un grand passionné de technique, de toute forme de technique et d'ingénierie. Et donc, ces 5 dernières années, je travaillais comme ingénieur ou chef de projet technique dans le domaine de la recherche et développement. Donc, que ce soit en ce qu'on appelle en mécatronique, donc qui comprend à la fois la conception mécanique, la physique des matériaux, l'électronique, l'informatique, en fait, beaucoup de domaines de l'ingénierie. Et donc, j'ai travaillé pour des laboratoires, des grandes entreprises et autres. Et j'ai un bagage au départ plutôt orienté ingénierie sur toute la partie pétrochimique. Donc, avant de rentrer dans le domaine de l'impression 3D un peu, j'avais déjà quelques notions, on va dire, sur la plasturgie qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs, notamment dans le domaine de la conception. Et effectivement, depuis septembre 2020, donc, date à laquelle la société WeMed a été créée, eh bien, j'en suis le PDG. Alors du coup, on a gardé un peu de suspense pour découvrir qu'est-ce que fait WeMed et quel projet on va découvrir aujourd'hui. Ce que je vous propose, plutôt qu'un grand discours, c'est de vous partager un petit moment de vidéo pour découvrir le premier projet que tu as mis en œuvre, qui est le Scope. Absolument, merci.
Le design a encore évolué depuis. Alors du coup, c'est vrai qu'on a découvert, alors, on va pas la relancer, on a découvert là, du coup, on a aperçu des éléments, ça a égayé notre curiosité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né finalement ce projet Scope? Toi qui viens finalement d'un domaine Ouais. de l'industrie, là tu bascules dans le domaine du médical Ouais. tu as mis en place quelque chose d'assez étonnant. Oui, absolument. En fait, alors faut revenir effectivement à la genèse. Donc, on est en avril 2020. On est en pleine crise sanitaire, plein confinement, et donc, je suis marié à une infirmière qui travaille dans un hôpital en province. Et ben, comme beaucoup de membres du personnel médical, elle a été forcément pas mal malmenée, on va dire, par la Covid-19 et tous les patients en fait qui étaient atteints de Covid, certes, mais aussi tous ceux qui en fait n'allaient plus consulter de peur d'attraper cette maladie, et notamment des personnes qui avaient des facteurs de comorbidité ou qui étaient atteints de pathologies chroniques et qui n'allaient plus consulter leur médecin par peur d'attraper la Covid, et qui malheureusement se retrouvaient arrivés aux urgences avec parfois un pronostic vital engagé, faute de suivi. Et un constat s'est imposé, c'est que effectivement, alors c'est pas des problématiques qui datent de la Covid, hein, c'est une défaillance du système médical d'une manière générale et d'une manière assez développée dans le monde, qui est qu'on réduit le nombre de lits, on réduit le personnel, et l'hôpital est devenu je dirais une usine qui se doit d'être rentable. Et malheureusement, ça ne va pas vraiment de pair avec l'augmentation, je dirais, de la population d'une manière générale. Ça ne va pas de pair non plus avec l'augmentation des pathologies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiaques ou pulmonaires. Et il fallait donc trouver un moyen de répondre en fait à cette problématique instantanée qui était le confinement et la crise sanitaire. Donc, très rapidement, en fait, la solution qui s'est imposée, c'est la téléconsultation, qui a connu une croissance absolument formidable, mais qui reste malgré tout très limitée. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes voient ça comme une médecine un peu de seconde classe, de seconde catégorie, parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Aujourd'hui, la téléconsultation, c'est limité en fait à un échange entre le patient et le médecin via visioconférence. Mais aujourd'hui, comment un médecin peut faire pour s'assurer que le cœur, les poumons du patient, en fait, sont en bonne santé, ou si au contraire, il y a besoin d'intervenir. Et le premier élément qui vient à l'esprit quand on va chez son médecin, et que le premier produit qu'il utilise sur nous, le premier dispositif médical, c'est le stéthoscope. Alors, effectivement, il y a des stéthoscopes connectés qui existent, mais avec une orientation très professionnelle et absolument pas grand public. Donc, pas du tout orienté vers la téléconsultation. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, effectivement, de créer un stéthoscope à la fois pas cher, pour que ce soit accessible à tout le monde, facile d'utilisation, et voilà, connecté forcément pour pouvoir être utilisé dans des cadres de téléconsultation. Donc, voilà la genèse, on va dire, du projet. Donc finalement, comme beaucoup d'industriels ou de makers, tu t'es mobilisé au moment où on était en plein confinement, il y avait pénurie, il y avait des besoins spécifiques. Et C'est là, ça. tu as mis finalement en place ce projet et ça en est devenu une vraie aventure entrepreneuriale. Au départ, ce n'était pas une aventure entrepreneuriale. Le projet initial, c'était surtout, comme beaucoup de makers ont pu le faire, c'était proposer des solutions pour justement pallier à des problématiques médicales notamment, ou des problématiques sanitaires, on va dire, et de pouvoir rendre disponibles en fait les outils de manière ouverte,
pour que chacun puisse participer, on va dire, à l'effort de guerre tel qu'il était annoncé à cette époque-là. Et c'est devenu en fait un projet entrepreneurial par rapport là à des problématiques réglementaires plutôt, puisque une des premières problématiques qu'on a rencontrées, c'est effectivement le fait qu'un médecin aujourd'hui est dans l'obligation d'utiliser des dispositifs médicaux certifiés CE pour pouvoir poser un diagnostic. En fait, on ne peut pas utiliser n'importe quel produit qu'on vient de créer, d'inventer comme ça, qui n'a aucune reproductibilité et autres, qui a des matériaux hétérogènes et autres. Donc, le projet initial qu'on avait lancé, c'était effectivement un scope sur lequel on pouvait connecter un kit piéton. Et ce projet a malheureusement dû être revu, justement par rapport à ces contraintes réglementaires. Ok, bon, je pense qu'on va y revenir parce que c'est un point très important. Oui, ces réglementations. C'est Alors du coup, quelque chose qui par rapport au scope justement, ce que je voulais te poser comme question, c'est comment s'est mis en place la conception et comment on révolutionne un petit peu le stéthoscope qu'on connaît tous et qui est quelque chose qui est un objet maintenant du quotidien des médecins. Alors, effectivement, il y a une petite révolution, en tout cas dans le design et le fonctionnement du stéthoscope avec le scope. C'est que, pour ramener un élément un peu technique, mais les stéthoscopes aujourd'hui sont faits d'alliages de métaux qui ont une densité très importante. Et aujourd'hui, plus un matériau est dense, plus il va conduire facilement le son. Et c'est d'ailleurs ce qui donne la possibilité pour un stéthoscope de pouvoir conduire le son et de l'amplifier assez facilement sans aucune perte. La problématique quand on veut faire quelque chose de peu coûteux, c'est que tout ce qui est usinage et matériaux coûteux, faut les oublier. Donc on se rabat sur les matières plastiques qui ont une densité beaucoup plus faible et qui naturellement vont conduire moins facilement le son. Donc c'est là où il a fallu faire preuve un petit peu d'imagination, c'est comment on va amplifier et nettoyer un son, sachant qu'on a un matériau qui le conduit moins bien. Eh bien, pour ce faire, en fait, on part sur les principes un peu de cônes qui vont amplifier le son. Alors aujourd'hui, si on prend la cochlée du scope, elle fait un peu plus de 19 cm. Donc on imagine bien qu'un stéthoscope qui fait 19 cm de long, en termes d'usage, ce n'est pas évident. Et là, l'inspiration s'est faite en reproduisant en fait ce que la nature a décliné et itéré pendant des millions d'années jusqu'à arriver à un système qui fonctionne plutôt pas mal puisqu'on l'expérimente tous les jours. C'est effectivement le principe de l'oreille humaine, à savoir un tympan, une cochlée et un nerf auditif. Et aujourd'hui, le scope, en fait, c'est une reproduction de ce système-là, à savoir une membrane qui joue le rôle du tympan, qui va donc amplifier l'onde. On a une cochlée qui, elle, va amplifier ce signal-là et quelque part nettoyer les fréquences ou faire des décalages de fréquences, ce qui était important pour nous dans le cadre notamment de l'utilisation du microphone et qui, en fait, joue le rôle de nerf auditif, on va dire. Donc, on a une reproduction, en fait, en plastique de l'oreille humaine. Ok. Alors du coup, je vous propose de voir quelle a été la place justement de l'impression 3D dans ce projet. Comment tu l'as mis en œuvre à partir finalement d'une bonne idée, hein. On remet un peu le contexte. On est en plein confinement, il y a un besoin, une bonne idée, et là, comment tu mets tout ça en œuvre? Alors, moi, j'ai suivi une formation, notamment chez F3DF, il y a quelques années de ça, d'impression sur la fabrication additive, hein, d'une manière générale, qui m'a déjà donné un enseignement très complet sur les différentes façons de pouvoir faire de la fabrication additive, donc que ce soit par dépôt de fil, que ce soit en SLA, DLP, poudre ou autre. Donc j'avais déjà une vision sur ça. Et j'ai suivi aussi une formation sur la conception pour la fabrication additive. Et c'est en ce sens où, dans la conception, notamment de la cochlée, qui est une forme assez particulière, je ne me suis pas donné de limite parce que je savais que la fabrication additive permettait de pouvoir faire ces formes complexes. Et le fait d'avoir eu cette formation sur la conception pour la fabrication additive m'a permis justement de ne pas me mettre de limites dans
dans la conception, on va dire, d'une manière générale, chose que l'on peut avoir quand on fait de l'injection, par exemple, où on a une vision peut-être plus limitative dans les formes. Donc déjà, je n'avais pas cette problématique, on va dire, de limitation, on va dire, de l'imagination. Ensuite, l'avantage aussi, c'est que la fabrication additive et les outils de fabrication additive deviennent de plus en plus accessibles. Donc, en plein confinement, moi, j'avais mes petites imprimantes chez moi qui m'ont permis justement de pouvoir commencer à concevoir les éléments, sachant en plus que je travaille avec des designers qui, eux, font vraiment du très beau design. Je suis un profane et amateur, on va dire, dans la conception 3D, mais les outils que j'utilisais étant très accessibles m'ont permis déjà de pouvoir faire des formes très complexes et avoir déjà une ébauche en fait du produit qui en fait a évolué au fur et à mesure des itérations. Et c'est le gros avantage de la fabrication additive notamment, c'est que ça nous a permis d'itérer extrêmement vite. En gros, pour la faire vite, mais moi, je faisais les calculs, les proto-designs, on va dire. Je les envoyais à mes designers qui, eux, retravaillaient le produit pour le rendre utilisable, non pas d'un point de vue acoustique, mais d'un point de vue fonctionnel. Ils me renvoyaient le fichier STL, je l'imprimais chez moi, je contactais les médecins avec lesquels qui m'avaient contacté justement lors des premières publications et avec lesquels on travaillait justement sur l'optimisation du système et l'amélioration de manière continue. Et en fait, en l'espace de 15 jours, on avait déjà une trentaine d'itérations qui nous ont amené en fait à la cochlée telle qu'elle est aujourd'hui et qui n'a pas bougé depuis en gros début mai, quoi. Et c'était ce nombre d'itérations en fait nous a permis et de manière très rapide, on faisait quasiment 2 itérations par jour, donc ça allait extrêmement vite et on avait un produit déjà extrêmement fonctionnel qui permettait d'ores et déjà de faire un diagnostic à distance. Donc ça, c'est le gros avantage qu'on n'aurait jamais eu en fait si on avait dû faire des moules et injecter et autres. Au niveau du prototypage, c'était juste extraordinaire, quoi. Merci Cyril pour cet aspect-là. Alors du coup, justement, question prototypage, quelles ont été les grandes étapes pour prototyper? Ce qui est intéressant, c'est que ça a été extrêmement rapide, parce que l'année dernière, en plein confinement, les moyens sont limités. Tu prototypes une première version, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on voit différentes déjà quelques versions, et encore, il y en a encore d'autres changements, je sais. Ouais. Oui, effectivement, alors les modifications de design, alors la première chose a été effectivement le design de la cochlée, qui est l'élément central du scope et qui permet justement d'obtenir les performances acoustiques que l'on a. Et ça, c'était l'élément central. Au départ, comme je disais, le projet était très, très open, dans le sens où l'idée était que chacun puisse imprimer son scope. On a rencontré des problématiques et des limitations dues à la réglementation sur les dispositifs médicaux, donc notamment le fait qu'un médecin puisse faire un diagnostic sur un dispositif médical CE. Et donc, il a fallu revoir beaucoup de choses. Donc, on a été obligé de passer d'un système où on pouvait mettre un kit piéton à un système où on devait contrôler notamment l'électronique de manière reproductible. Donc, il a fallu voir pour intégrer l'électronique directement dans le système. Donc, électronique très simple, un micro, 2 ports jack, 2 résistances pour faire une impédance pour que le smartphone reconnaisse le fait qu'il y ait un élément connecté dessus. Et voilà. Et après, en fait, l'évolution s'est faite, et notamment grâce à la participation de Third 3D, donc, qui est notre partenaire dans les étapes de fabrication additive et dans la fabrication 3D du système, et grâce à la participation aussi de Formlabs, qui a été un partenaire privilégié pour toutes les étapes de prototypage et d'amener en fait le produit à une industrialisation possible. Et ça a été une grosse étape parce que effectivement, avoir un produit qui fonctionne, c'est bien. Maintenant, quand on a plusieurs centaines de milliers de demandes de produits, il va falloir le rendre reproductible tout en gardant un coût très bas, puisque c'était la philosophie du projet initial. Et donc là, ça demande de l'expertise et ça demande de connaître très bien aussi
la fabrication additive à une échelle encore supérieure que l'amateur que je peux être. Et c'est là tout l'intérêt justement d'avoir des partenaires et des experts, je dirais, comme Formlabs, qui, eux, vont nous apporter la connaissance de leurs machines, des résines, des possibilités, mais aussi des limitations qu'on peut avoir, et notamment sur la possibilité de reproductibilité du process d'impression à grande échelle. Justement, là, on voit quelques éléments de prototypage et de validation. Il me semble en off que tu me disais il y avait à peu près presque maintenant une centaine d'itérations pour obtenir un produit qui peut être justement mis en production. Alors, du coup, Oui, ça permet de c'est ça. rebondir. Pierre, peut-être que tu connais très bien ce projet parce que tu nous confiais que tu avais sur ton bureau le Futurescope pour prendre ton Enfin, pouls. Mais voilà, quelles ont été euh, finalement l'impression 3D a été déjà dans la tête de Cyril. Comment vous êtes allé à choisir l'utilisation de la résine et comment vous avez optimisé ce prototype? alors, je tiens à dire déjà que enfin, je trouvais que le projet était fascinant car c'est vraiment un produit qui a été conçu avec l'impression 3D en tête. Et donc là-dessus, on partait quand même sur des bonnes bases pour pouvoir trouver des paramètres de production qui étaient compatibles avec l'application finale. Donc, le choix de l'impression SLA ou l'impression résine, c'est fait pour ce produit pour plusieurs raisons. Donc, quand il s'agit d'un produit polymère ou plastique destiné à une consommation générale, l'état de surface et la qualité perçue du produit est très importante. Les finitions qu'on obtient sur un produit produit par injection plastique est un état de surface très lisse et très qualitatif. Donc, la SLA était vraiment la technologie qui se rapprochait le plus en termes d'état de surface à l'injection plastique et donc permettait d'un côté de bénéficier des avantages de l'impression 3D en termes de flexibilité de design. Et donc, dans le cas du scope, l'intégration de cette cochlée à l'intérieur du produit, tout en maintenant un aspect et une finition digne d'un produit quelque part de grande consommation. Notre avantage de l'impression SLA, c'est la production de pièces qui sont denses, très denses. Si on compare à d'autres procédés comme dépôt de filament ou le frittage de poudre, la technologie SLA produit des pièces qui ont quand même une densité et qui donc ont aussi un poids qui est quand même assez conséquent par rapport à ces technologies, surtout sur la technologie filament où on a souvent des stratégies de remplissage basées sur des lattices internes et donc qui ne sont pas forcément compatibles avec cette restitution sonore qui est nécessaire dans le cas du scope. Et donc, comme je disais avant, la technologie SLA, de par sa résolution, permet aussi de vraiment avoir un respect des tolérances et des dimensions nécessaires pour reproduire fidèlement le canal interne, donc, qui est vraiment une partie intégrante du scope. Et donc tout ça aboutit à un produit qui, d'un côté, a une finition, encore une fois, compatible avec le public du produit, et des propriétés acoustiques de par sa densité qui permettent tout simplement le bon fonctionnement du produit et donc la bonne restitution dans ces cas-là, on va dire, du battement du cœur ou de son utilisation en tant que de stéthoscope. Juste pour compléter les propos de Pierre, qui a effectivement bien montré toutes les contraintes en fait qui étaient données, on en a rajouté une qui était quand même un peu problématique, surtout dans le cadre de la production. C'est le fait que j'ai demandé à ce qu'il y ait en fait plusieurs parties qui s'assemblent. Alors, c'est dans le but, en fait, de minimiser le coût pour l'acquéreur final
Et en fait, la partie blanche ou grise que l'on voit à l'image aujourd'hui, en fait, est un élément qui se détache en fait de la partie transparente. Tout simplement parce que demain, dans l'évolution de gamme de notre produit, le jour où on va sortir le scope en version Bluetooth, par exemple, où on va sortir des éléments supplémentaires, en fait, tout viendra de cette tête blanche. On appelle, nous, en interne, le middle. Et ce middle-là, en fait, peut évoluer. Et on ne voulait pas que l'acquéreur final du scope ait à chaque fois en fait besoin de racheter l'ensemble de la pièce parce que ça n'avait aucun intérêt pour son fonctionnement et écologiquement en fait ça nous semblait être un peu une hérésie. Et pour que ces deux pièces s'assemblent, il y a des contraintes mécaniques hyper importantes, des contraintes de serrage, des contraintes d'alignement parce que la coquelée doit avoir une continuité dans son ensemble. Et ça, c'était quelque chose vraiment de très, très complexe, et notamment sur lequel Formlabs nous a fait bénéficier de ses connaissances pour justement modifier en fait et itérer suffisamment de fois aussi pour voir la meilleure des solutions pour le serrage justement de cette tête. Oui, tout à fait. C'est un point sur lequel on a passé pas mal de temps. Ouais. Et il est vrai que même si la technologie SLA est sûrement l'une des technologies les plus précises, en tout cas dans le monde de l'impression 3D, il y a, comment dire, il y a des tolérances à prendre en compte afin justement de pouvoir avoir un filetage ou une connexion qui marche à chaque fois. Donc, d'une technologie d'impression à une autre, on ne va pas travailler avec les mêmes tolérances. Et donc, du coup, il est important d'adapter le design à l'imprimante qui est utilisée pour produire. Donc, c'est facilité par la précision de la technologie SLA. Néanmoins, ça demande quand même déjà un certain nombre d'itérations et surtout une connaissance préalable, on va dire, des tolérances appliquées sur les pièces d'assemblage avec la technologie d'impression. Absolument. Merci Pierre pour ces compléments techniques. Du coup, tu as évoqué plusieurs fois, Cyril, la question de la certification du dispositif. Là, clairement, on passe d'une innovation, d'une idée à un dispositif médical. Quelles sont aujourd'hui les contraintes et qu'est-ce que ça implique? Alors, les contraintes sont très nombreuses, puisque au final, on a passé certainement beaucoup plus de temps sur la partie réglementaire que sur le design à proprement parler. Donc, c'est effectivement un frein à l'innovation parce qu'il y a énormément de normes. En fait, dans le cadre d'un dispositif médical, il y a tout un cahier des charges auquel il faut répondre. Alors, il y a des notions électriques, des notions climato-mécaniques, des notions de biocompatibilité. Donc, il faut répondre absolument en gros, il faut cocher toutes les cases, ce qui n'est pas évident, ce qui demande parfois de revoir le design, parfois ce qui peut rendre le dispositif impossible à mettre sur le marché. Malheureusement, ça arrive et ça arrive très souvent. On a la chance d'être sur un produit très, très simple, hein, malgré tout, et qui nous permet d'avancer vite. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe, sachant qu'en plus, tous les pays n'ont pas forcément les mêmes réglementations. Alors, à l'échelle européenne, il y a la certification CE. Aux États-Unis, il faut les accords de la FDA. Au Canada, il faut les accords de Santé Canada, même si ça se rapproche beaucoup de la certification CE. En fait, il y a des éléments assez disparates, on va dire, et des contraintes plus ou moins importantes selon les pays. Mais effectivement, ouais, ça c'est un très, très gros dossier. Et encore une fois, heureusement qu'on a eu l'impression 3D parce que ça nous a permis, par rapport à ces contraintes, de pouvoir itérer, de modifier encore une fois le design du dispositif pour répondre à ces contraintes. Des contraintes qu'on a encore eues il y a encore assez peu de temps et sur lesquelles il a fallu revoir encore une fois le design pour pallier en fait à ces limitations.
Alors du coup, toi, en tant que chef de projet, tu utilises des logiciels comme Fusion 360 pour à la fois développer le concept. Ouais. Donc là, avec finalement la réglementation et le fait de devoir valider ce dispositif, tu as dû retourner et quelles ont été un peu les étapes et avec le recul, qu'est-ce qu'il aurait fallu peut-être prendre en compte en amont du projet parce que tu avais pris beaucoup de choses en considération, hein, l'empreinte carbone, le fait de pouvoir le produire, il y a beaucoup d'éléments déjà, mais au regard de ce dispositif, quels seraient un peu les retours que tu pourrais faire? Je pense que je referai exactement les mêmes choses parce que je pense qu'on apprend énormément de ces erreurs. Et c'est le principe même de l'itération, hein, d'ailleurs. Hein. C'est que on teste, on expérimente, et là, je crois qu'il n'y a rien de mieux que la preuve empirique pour pouvoir évoluer. Donc, j'ai absolument, enfin, je ne remettrai rien en question en fait sur la manière dont on a fait. Euh, Concernant effectivement la conception et la modélisation des produits, effectivement des produits de modélisation 3D comme peuvent être Fusion 360, qui est le logiciel que j'utilise parce que il est à la fois très complet et abordable, parce que je reste un néophyte, hein, dans le domaine de la conception et la modélisation, mais c'est un outil extrêmement abordable qui permet de modéliser très rapidement en fait ce qu'on a en tête et qui permet notamment les simulations. Et alors, dans le cadre d'une contrainte réglementaire qui s'appelle la 60601, il y a notamment des notions de, comment dire, de maîtrise de climato-mécanique, c'est-à-dire on soumet le dispositif à une déformation avec une contrainte mécanique et une contrainte de température. Et quand on est sur des matériaux plastiques, ben on sait que la contrainte en température est un élément important. Donc, l'outil a permis notamment de pouvoir simuler différentes contraintes mécaniques avec des notions de température. Et bien entendu, bah, quand on a la technical sheet de la résine que l'on utilise, c'est un gros avantage parce qu'on connaît notamment les modules de Young, on connaît les tolérances thermiques, on connaît les tolérances mécaniques, les coefficients d'élasticité, etc. Et en intégrant en fait l'ensemble de ces éléments, ça permet de pouvoir simuler. Et ça, c'est un avantage, alors déjà dans les itérations, mais c'est un avantage totalement réel et économique dans le sens où aujourd'hui, une mesure en laboratoire climato-mécanique, c'est 5 000 euros. Donc, si on doit faire 10 itérations pour s'assurer qu'en fait, on ne va pas avoir de problématiques sur ces contraintes, bah, c'est 10 fois 5 000 euros qu'on doit dépenser. Et quand on est une jeune start-up, 50 000 euros, c'est un budget important. Donc, le fait de pouvoir simuler préalablement en fait, et valider les designs et les produits, les résines, etc., c'est un avantage juste énorme d'un point de vue concurrentiel, parce qu'on va très vite, mais aussi économique, parce que c'est des dépenses qu'on n'a pas à faire. Merci pour ces précisions. Alors, je rebondis sur une question par rapport au dispositif. Sur quel type de… Alors, il existe différentes classes de dispositifs médicaux. Est-ce que là, tu as identifié la classe et est-ce que ça fait partie des choses les plus contraignantes ou au contraire, ça reste quelque chose de relativement accessible? Alors, je dirais les deux. Donc, le scope est une classe 1 parce qu'il est sous jack, par exemple. Alors, ce n'est pas un choix anodin, hein. On va dire le jack, c'est un peu obsolète par rapport au Bluetooth, par exemple. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'un dispositif médical qui va être énergisé passe automatiquement en classe de A, qui veut dire des certifications supplémentaires par des organismes extérieurs notamment, donc qui a aussi un coût forcément, puisqu'à chaque fois qu'on passe par un tiers, il y a forcément un coût. Donc, toutes ces notions-là sont à prendre en compte, effectivement, quand on développe un produit. On voulait vraiment faire un produit smart tech, c'est-à-dire que là où beaucoup en fait ont tendance à créer des stacks en fait de technologies pour pallier à une problématique, nous on voulait vraiment que toute l'intelligence réside plutôt dans la mécanique, et c'est ce qui d'ailleurs nous a permis de sortir un dispositif de classe 1.
Et cette classe 1, en fait, jusqu'à fin mai, est encore un système d'auto-certification, donc qui présente des contraintes moindres que lorsque l'on doit passer par des organismes notificateurs. Merci Cyril par rapport à ça et je voulais en savoir davantage parce que on est venu te rencontrer chez ton fabricant CERD et tu nous as dévoilé des petites choses, donc c'est plus un secret. Oui. Il y a alors sur la vie de WeMed, là concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que aujourd'hui le scope est commercialisé? À quelle échelle? Et quelles sont un peu les attentes vis-à-vis de ce produit qui est finalement très accessible. Alors peut-être nous en dire plus aussi sur son prix, sur son avenir. Oui. Alors effectivement, le scope, alors le prix a évolué effectivement par rapport aux contraintes qu'on pouvait avoir, mais la philosophie reste la même, c'est de garder effectivement un dispositif le plus abordable possible. La toute première itération en fait qui a été faite, le tout premier modèle sur lequel on connectait soi-même son propre kit main libre, était vu aux alentours d'une vingtaine d'euros en prix de vente proposé. Et aujourd'hui, on est sur 75 euros TTC, notamment dû en fait, à toutes les contraintes qu'on a pu avoir, donc les ajouts de matière, les ajouts de sécurité électrique, les accessoires que l'on est dans l'obligation de fournir, etc. Donc ça, c'est des éléments qui ont fait grimper le prix, mais on reste toujours avec cette philosophie de produit abordable. Et puis, effectivement, c'est un produit qui appelle une évolution de la gamme, donc notamment une évolution vers le Bluetooth, parce qu'on sait que demain, il y aura bientôt plus de connecteurs sur nos smartphones ou nos tablettes. Donc ça fait partie des évolutions de gamme. Et puis après, on a aussi d'autres produits sur lesquels on travaille, donc toujours avec cette notion de bio-inspiration que nous permet en fait l'impression 3D. Parce que sans l'impression 3D, de toute façon, on ne pourrait pas faire ces formes aussi alambiquées, si je puis dire. Et donc, on continue en fait sur cette lancée, notamment avec le Spire, qui est un spiromètre connecté, qui permet de mesurer la capacité pulmonaire. On a un système aussi qu'on développe qui est un thermomètre connecté pour pouvoir faire du monitoring des évolutions en fait de prise de température. Donc toujours basé sur le principe de téléconsultation et de transfert en fait de données de manière la plus simple possible. Du coup, si je comprends bien, universel. On devrait avoir dans toutes nos pharmacies domestiques des produits WeMed très rapidement. En tout cas, c'est le souhait qui est fait par la communauté médicale. C'est le souhait que, bien entendu, nous faisons aussi. C'est toujours plaisant de savoir qu'on fait un produit qui va aider des gens. Mais effectivement, oui, on va retrouver très bientôt le scope en pharmacie, mis sur le marché le mois prochain. Alors du coup, finalement, c'est une idée, une start-up made in France, mais j'imagine que du coup, WeMed est pensé directement pour une internationalisation, vu le concept. Oui, effectivement. Alors il y a une très très forte demande à l'étranger, peut-être même plus qu'en Europe aujourd'hui, notamment sur le marché nord-américain, sur lequel on a déjà un partenaire de distribution via le Canada, sur lequel en fait les quantités demandées d'ores et déjà sont extrêmement importantes. On parle de plusieurs centaines de milliers de pièces, qui en fait sur un seul client sur la partie nord-américaine représente en fait l'ensemble de nos demandes en Europe aujourd'hui. Mais effectivement, oui, c'est un produit qui est très demandé parce qu'en fait très simple et très peu coûteux. Au prorata d'autres stéthoscopes connectés, par exemple, où certains sont aux alentours de 1 500 euros. Donc, effectivement, comparativement, on devient un produit abordable.
En tout cas, merci Cyril pour ce partage d'expérience et puis pour cette bonne idée qui va aussi révolutionner notre santé. Du coup, je voulais revenir sur ce projet parce que tu as eu la gentillesse de nous présenter et dévoiler aussi une partie de ton projet, ce qui n'est pas forcément évident pour une startup qui se lance. Donc, merci encore. Du coup, là, je voulais qu'on revienne, alors Bertrand, peut-être sur aujourd'hui comment les outils de CAO, comme l'a utilisé Cyril, viennent aussi un peu, et c'est le sujet, changer, transformer, révolutionner la conception de produit. Merci Florian de m'avoir invité. Donc c'est vrai que aujourd'hui Autodesk on est éditeur de logiciels et on essaye de fournir des produits qui donnent vie à vos idées. Donc que ça soit dans l'architecture, dans l'industrie ou dans le media entertainment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec Autodesk Fusion 360 fournit un outil qui fonctionne à la fois sur différentes plateformes, que ça soit sur Mac ou sur PC. Et l'avantage d'Autodesk Fusion 360, c'est le fait d'être hébergé chez Autodesk, donc d'avoir un fonctionnement hybride, donc qui va fonctionner en local, mais où les données sont accessibles sur le cloud d'Autodesk et qui facilite grandement justement le partage de données et ces échanges de ping-pong, puisque effectivement, avec la pandémie, tout le monde se retrouve un petit peu chez soi. On n'est pas forcément sur le domaine de l'entreprise et ça facilite effectivement grandement le, les échanges entre les collaborateurs. Ce que j'ai adoré justement sur la présentation de Cyril, c'est toujours cette idée que l'on a et d'aller jusqu'à la phase de prototypage. Et c'est clairement justement le positionnement de Fusion 360 qui aide justement à donner vie à la modélisation avec différentes méthodes, hein, donc soit classiquement comme ce qu'on peut faire avec Autodesk Inventor en manière paramétrique, mais on a aussi de la forme libre, peut-être le Cochlear a été un petit peu fait avec du T-Spline ou ce genre de choses, mais l'idée, encore une fois, est de modéliser quelque chose et d'aller jusqu'à la production, donc soit en usinage, soit en impression 3D. C'est vrai qu'après, dans l'intermédiaire, on a tous les outils de simulation qui restent encore une fois accessibles, mais le, le premier intérêt d'Autodesk Fusion 360, c'est de vulgariser justement cette technologie et de la rendre accessible pour tous. Merci Bertrand pour ce complément. Du coup, je voulais aussi revenir, Pierre, tu nous en as un peu parlé, mais quels ont été aussi finalement un peu les facteurs clés de succès via l'aspect impression 3D? En fait, chez Formlabs, on a un service d'accompagnement pour nos clients, surtout les clients qui veulent s'orienter vers des projets de production avec l'impression 3D. Et donc, du coup, on est là pour les accompagner et s'assurer que le design est bien compatible avec le process. Donc, même si l'impression 3D est connue pour la liberté de design qui est offerte par la technologie de production, il y a quand même des contraintes. Donc, c'est quelque chose que l'industrie ne dit pas souvent. En anglais, on dit toujours complexity is free with 3D printing. Donc, la complexité du produit est gratuite avec l'impression 3D. Mais ce n'est pas forcément à 100% correct. Il y a quand même des contraintes à prendre en compte. Donc, je parlais un peu plus tôt des contraintes de tolérance, mais aussi, quand il s'agit des technologies SLA, il y a quand même des structures de support qui sont générées pour tout ce qui est forme en porte-à-faux, par exemple. Et donc, il y a des optimisations à apporter pour que le design puisse se produire avec l'impression 3D, ou dans ce cas-là, l'impression 3D SLA, à grande échelle. Et donc, dans le cas du scope, on a quand même mis pas mal d'efforts pour s'assurer que le produit pouvait être imprimé sans structure de support et donc minimiser les phases de post-traitement qui non seulement affectent le coût de la pièce, mais aussi le temps de production de la pièce et finalement aussi peuvent affecter, si la pièce n'est pas
post-processé, post-processed, enfin bref, n'a pas post-traité correctement, peuvent affecter la finition et l'aspect de la pièce, tout simplement. Donc, même si l'impression 3D permet, encore une fois, de générer des formes qui ne sont pas possibles à recréer, soit avec des procédés subtractifs comme l'usinage CNC ou l'injection plastique, il faut quand même prendre en compte certaines considérations afin que le produit puisse être fabriqué de façon la plus efficace, avec le meilleur résultat et le plus de répétabilité. Finalement, la minimisation du post-traitement et des structures de support permet aussi de réduire le coût des consommables, notamment de la matière. Et donc, une fois qu'on a pu optimiser tout ça, on arrive à un modèle qui finalement se produit plus rapidement, plus facilement et avec plus de répétabilité. Voilà. Et moins de matière. Et moins de matière. Donc, l'impression 3D, encore une fois, c'est quelque chose qui ouvre quand même beaucoup de portes, mais il est quand même nécessaire, surtout pour des projets ambitieux comme celui du Scope, d'avoir un accompagnement qui permet, on va dire, une bonne préparation de la production. Merci Pierre pour ces précisions. Alors du coup, c'est vrai que là, on a bien compris, hein, c'est un projet qui est à la fois incroyable dans son idée, mais aussi incroyable dans sa mise en œuvre, à la fois parce que c'est représentatif aujourd'hui, je trouve, de la manière de concevoir très rapide, avec beaucoup d'itérations, beaucoup d'agilité, et en utilisant les outils les plus accessibles pour finalement avoir un projet qui soit avec une empreinte carbone raisonnable, qui répondent à un besoin au meilleur prix. Donc là, il y a vraiment, je trouve, beaucoup d'éléments qui sont un peu des éléments de la révolution de la conception produit. Et je voudrais que tu conclues justement à voir quels ont été pour toi vraiment en quoi ça change le monde de la conception, cette aventure que tu vis. Alors, je pense que déjà, l'impression 3D a amené une nouvelle manière de concevoir les produits. Parce que c'est une manière de concevoir. Effectivement, on a des limitations. On sait que voilà, avec l'impression 3D, on ne peut pas imprimer dans le vide. Ça n'existe pas. Donc, il y a effectivement les possibilités de support. Mais comme le disait très bien Pierre, effectivement, c'est de la matière supplémentaire. Donc, c'est un coût. Donc, il faut complètement revoir sa manière de penser un produit et de le concevoir. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas quelque chose encore qui est dans les us et coutumes, mais qui ouvre en fait des portes absolument géniales sur la façon dont les produits pourront être vus et conçus demain parce que on pourra se permettre d'imaginer des choses différentes, et notamment en passant par le biomimétisme. Il y a effectivement le phénomène d'itération extrêmement rapide qu'on connaît, et en plus qui permet de minimiser les coûts, parce qu'effectivement, quand on doit faire et refaire un moule d'injection, ça coûte extrêmement cher. Et le fait de pouvoir toucher, sentir le produit, l'utiliser déjà, forcément, on progresse en fait dans son évolution et dans son amélioration continue extrêmement vite. Par contre, je voulais juste préciser une chose, c'est que si effectivement mon expérience professionnelle et les formations que j'ai pu suivre sur la conception, la modélisation et la fabrication additive m'ont donné des bases solides pour pouvoir justement réaliser ce projet, il ne faut pas oublier que ça reste un métier. Et que effectivement, des sociétés comme Formlabs, par exemple, qui accompagnent sur l'opti-design, qui aident aussi dans la conception et l'optimisation, je dirais, des process, s'appuient aussi sur des réseaux d'experts, comme nous, on s'appuie sur CERD, sur leur expérience, sur la manière dont ils voient aussi le process par rapport à un cahier des charges. Donc tout ça, en fait, ça demande quand même une grande expertise
Et je pense que si j'avais un conseil à donner justement aux entreprises qui veulent développer des produits et notamment qui veulent faire de l'impression à grande échelle de manière industrielle sur les produits qu'ils conçoivent, c'est de surtout pas hésiter de s'appuyer en fait sur des réseaux d'experts dans chacun des domaines parce que ça fait avancer le projet beaucoup plus vite. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait rien et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur les personnes qui, eux, connaissent bien leur machine, connaissent bien leurs produits. Bon, là, c'est notamment la résine, mais c'est tout le process en fait qu'il faut voir dans son ensemble et avoir un réseau d'experts sur chacune des étapes permet notamment de pouvoir sortir un produit très rapidement. Merci beaucoup, Ciel, pour ces précisions. Donc, il y a pas mal de questions qui sont arrivées dans la zone questions-réponses. On peut en prendre davantage. Alors, je sais que Cyril, on devra te libérer pour 11 heures, mais on restera encore en ligne pour répondre à une partie des questions. Notamment, une question qui est venue, c'est à partir du moment où on va passer à grande échelle, puisque c'est l'avenir qui se présage, est-ce que finalement l'impression 3D sera gardée comme technologie de production? Ben, en fait, je vous dirais une chose, c'est que je n'ai pas d'autre choix que de passer par l'impression 3D. Le produit a été conçu, en fait, quelque part pour l'impression 3D. Effectivement, l'impression 3D à échelle industrielle, ce n'est pas encore un élément vraiment démocratisé, mais on va innover, on va lancer. On sait qu'on a les industriels qu'il faut derrière aussi pour pouvoir produire à grande échelle, mais on n'a pas d'autre choix aujourd'hui sur ce produit que de passer par l'impression 3D. Aujourd'hui, l'injection, par exemple, il faudrait couper la pièce en 16 morceaux, faire de la soudure et tout, ce qui nous coûterait beaucoup plus cher et ne serait pas plus rapide. Donc, effectivement, on garde l'impression 3D, même pour le mass product. Donc, du coup, on va se retrouver avec des fermes d'impression, finalement, qui seront capables de produire ce scope à la demande. Et ça sera produit en France, ça sera produit dans le monde. Comment ça va se passer? Oui, alors en tout cas pour l'Europe, aujourd'hui c'est produit à Saint-Nazaire, donc chez notre partenaire CERD. Et après, effectivement, l'ambition, c'est de créer en fait des micro-factories que l'on peut placer en fait sur les grandes plateformes commerciales et ainsi diminuer encore une fois l'impact carbone avec des envois partout dans le monde. En fait, on va fabriquer là où on va vendre. En fait. Donc, on réduit énormément de coûts encore une fois et notre impact carbone. Donc, on est vraiment dans une vision d'avenir de la grande consommation de raisonnée. C'est ça, absolument. Alors du coup, pas mal de questions justement sur la production, sur le coût. Alors tu as évoqué une différence de coût par rapport au coût de stéthoscopes qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément abordables, parce que là, la cible étant que tout le monde puisse avoir un stéthoscope chez lui, quelque part. Oui, c'est ça. Oui, la cible, effectivement, notre objectif, c'est tant les pays industrialisés que les pays en voie de développement. Ce sont les ONG, en gros, c'est que chacun devienne un peu le bras armé de son médecin et transcender à la fois les barrières géographiques et les barrières sociales. Aujourd'hui, même si vous êtes un malade chronique, 1 500 € dans un stéthoscope connecté qui n'a même pas été étudié, je dirais, pour un usage par le particulier, c'est juste pas possible. La téléconsultation est suffisamment démocratisée aujourd'hui pour pouvoir apporter les outils justement pour pouvoir faire des diagnostics. Là, aujourd'hui, vous prenez le scope, un gamin au fin fond du Mozambique, où là, au Mozambique, quand on parle de déserts médicaux, on n'est pas du tout dans les mêmes mesures qu'on peut avoir en France quand on parle de déserts médicaux. C'est plusieurs jours de voiture pour aller voir un médecin, par exemple, là-bas. Bon, là, avec un scope dans chaque village, c'est un truc tout bête, mais c'est un gamin qui peut être diagnostiqué par un médecin à distance et que si le médecin il a besoin d'un confrère pour assurer un diagnostic, il peut tout à fait appeler un confrère à la Pitié-Salpêtrière qui va lui
aussi contacter cette personne et faire le suivi à distance. En fait, on n'a plus cette limitation géographique, on n'a plus cette limitation sociale non plus, puisqu'on peut contacter le plus grand spécialiste d'un domaine tout en étant à des milliers de kilomètres. Et c'est ce que je trouve beau, en fait, dans ce projet, au-delà de l'aventure entrepreneuriale qui est extrêmement intéressante. Il y a surtout un projet humain qui est absolument génial. C'est que des personnes qui sont aujourd'hui en souffrance, qui, par exemple, enfin, dans tous les contacts que je peux avoir, mais j'ai des personnes qui, arrivées à la retraite, avaient prévu de passer leur vie en voyage et pas de bol, ils font de la tachycardie qui les oblige à aller voir leur médecin une fois par semaine. Bon, ce sont des personnes qui ne peuvent plus voyager, tout simplement. Là, le scope, en fait, permet justement de pouvoir faire ce contrôle et ce diagnostic à distance, peu importe où ils se trouvent. Donc, c'est un changement radical de vie pour ces personnes. Enfin, il y a une dimension humaine derrière qui est géniale. Et tous les témoignages, en fait, de gens qui aujourd'hui veulent se procurer un scope, c'est des histoires, c'est des choses extrêmement ancrées dans le réel qu'on ne soupçonne pas. Et concevoir un produit, en fait, justement, toutes, pour toutes ces vies, en fait, je trouve ça juste génial. En tout cas, excellente idée, hein. Tu nous as tous impressionnés avec ces idées et ces idées qui arrivent aussi, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui vont aussi, je pense, perturber l'existant. Alors, pas mal de questions sur le temps de fabrication d'un scope. Alors, du coup, on va te libérer d'ici peu de temps, Cyril, parce que je sais que tu as d'autres impératifs de PDG de start-up et que c'est un rythme trépidant. Aujourd'hui, oui, quand on produit un scope, combien de temps ça prend? Ça dépend beaucoup des technologies utilisées, ça dépend de beaucoup de choses. Ça se compte en heures sur les phases de prototypage et en production. Ça se compte sur entre 5 et 8 heures parce qu'il y a plusieurs morceaux en fait qui s'assemblent. Donc, le temps de production n'est pas du tout homogène. Mais oui, c'est entre 5 et 8 heures sur les phases de prototypage et en production, on est sur 1 heure au global. Les process étant différents en fait. Ok. Oui. Oui. J'ai un mot par rapport aux questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions par rapport à l'impression 3D et la compatibilité en fait, avec la production grand volume. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sous-estiment en fait, la capacité de la technologie d'impression 3D à produire des volumes assez conséquents. Ça passe bien sûr par un principe de ferme d'impression, mais au fait, un parallèle que je ferais, c'est la production d'une voiture. Production d'une voiture, il y a beaucoup d'étapes qui se passent en parallèle. Et donc, une usine d'assemblage va sortir une voiture, je ne sais pas, toutes les quelques minutes, toutes les quelques heures. Mais en gros, le temps, la productivité d'une usine n'est pas forcément égale au temps de production totale de la voiture. C'est pareil pour l'impression 3D, au fait. Même si une pièce toute seule sur une plateforme va être imprimée en plusieurs heures, si on prend la productivité combinée d'un parc d'imprimantes, on va arriver à des cycles de production qui, au final, pourront être de quelques minutes. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment d'une part de l'optimisation des travaux d'impression, mais aussi de la multiplication des imprimantes utilisées dans le contexte de production. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est que cette progression peut être très, très organique, en fait, et peut être directement liée aux besoins en termes de, on va dire, pièces par semaine, pièces par mois. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Pierre a tout à fait raison. Par rapport aux demandes, en fait, aujourd'hui, les capacités de production qui ont été visées et sur lesquelles on a mis donc cette société Third, notre partenaire donc sur la fabrication des pièces plastiques. Aujourd'hui, le mass product qu'on leur a donné, c'est 60 000 pièces par mois
Donc, effectivement, ça commence à représenter des volumes importants. On est sur un peu plus de 4 tonnes de résine par mois consommées. Et c'est un élément qui est tout à fait réalisable par les technologies actuellement disponibles. Ce n'est pas une problématique, en fait. Aujourd'hui, l'impression 3D n'est pas une problématique. Eh bien, merci pour cette dernière précision, Cyril. Du coup, on va te libérer. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé Je vous en prie, merci à vous. ton retour d'expérience. Et puis, bon lancement produit et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de le tester. Oui, dès le mois prochain. Dès le mois prochain, c'est la mise sur le marché. Donc, merci en tout cas, merci de nous avoir suivis et merci d'avoir été avec nous. Alors, il y a encore quelques petites questions qu'on va pouvoir traiter, je crois qui peuvent être répondues par Pierre notamment. Donc, on traitera la question concernant la partie R&D. Donc, tu as évoqué de la préparation de Formlabs, mais la question était, est-ce que c'était uniquement la R&D était gérée par Formlabs? Non. Je pense que Cyril pourra, qui est toujours là, j'ai l'impression. Oui, j'ai encore 5 minutes avec vous, si vous voulez. Parfait. Cyril pourra répondre à ça, mais c'est pas Formlabs qui s'est chargé de la R&D du produit. On a aidé dans l'adaptation du produit pour l'impression 3D, mais la R&D a été faite ailleurs. Ok. Alors, une question concernant les matériaux qui ont été choisis. C'est vrai que là, l'impression 3D en soi apporte beaucoup d'éléments innovants. Le choix s'est arrêté sur la technologie résine pour la densité, on l'a compris. Mais la question a été posée du vieillissement des produits imprimés face peut-être à des retours qu'on connaît davantage dans l'injection plastique. Qu'en est-il justement sur ce produit? Est-ce qu'il y a un risque d'altération par rapport aux matériaux choisis? Pas du tout. Alors, bien entendu, nous, on a fait des tests de tenue mécanique, de tenue climatique, notamment le jaunissement aux UV. Alors, il faut voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la technologie d'impression résine, c'est une photocatalyse en fait, qui est faite par ultraviolet. Donc, déjà, par nature, c'est un produit qui ne craint pas les UV. Donc, il n'y a pas d'altération ni mécanique ni esthétique, on va dire, par les UV. Après, en termes de frottement et autres, c'est encore une fois une question de densité de la matière, c'est une question de dureté, ce sont plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, nous, notre choix de résine s'est fait notamment sur ces critères de dureté, de densité qui se fait. Donc, il n'y a pas d'altération en termes de vieillissement et autres. Et puis, bon, faut voir une chose, c'est aussi que le scope n'est pas un produit qui est initialement prévu non plus pour avoir des contraintes mécaniques et de frottement, par exemple, ou de cisaillement importants. Alors, aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas forcément évoqué, mais les pièces sorties de machine vont avoir un post-traitement aussi. Je sais que donc CERD, qui est en charge de la production, a aussi tout un ensemble un process de post-traitement. Tout à fait. Oui, tout à fait, notamment pour la partie translucide, en fait, où l'aspect de surface, et ça c'est du pur esthétique, mais c'est important aussi quand on veut justement avoir ce côté très transparent, puisque c'est un produit open source, donc forcément, on veut jouer la transparence jusqu'au bout. Et donc, effectivement, il y a tout un post-traitement pour avoir une finition très glacis qui est faite et dont les résultats sont juste incroyables, quoi. On croirait du vernis et en fait, non, pas du tout. C'est de la tribo et en fait, c'est juste génial, quoi. C'est un ponçage extrêmement fin et les résultats sont impressionnants. C'est vraiment impressionnant. Alors, pas mal d'autres questions qui sont arrivées, notamment sur côté ingénierie, la qualité produit. Comment vous avez validé les produits? Est-ce que vous faites des mesures métrologiques sur chaque pièce ou est-ce qu'il y a un process de qualité qui est différent? Alors, il y a un process qualité qui, de toute façon, nous est imposé par la réglementation sur les dispositifs médicaux. Et on a voulu aller plus loin, effectivement, où on a un système en fait, de banc de test systématique sur lequel nos dispositifs sont passés pour validation et sur lequel, en fait, on mesure la captation
des fréquences et leur amplitude. Donc, il y a une métrologie en fait complète qui est faite sur le dispositif assemblé. Alors, une petite question du coup de Frédéric. Si on achète la partie électronique, est-ce qu'on pourrait imprimer soi-même son scope? Alors, en fait, il y a rien qui empêche de le faire, effectivement, et c'est même un choix qu'on a fait de pouvoir laisser ouverts les fichiers pour que les gens puissent comprendre comment ils fonctionnent. Malheureusement, et ça, c'était vraiment l'idée de départ. Malheureusement, en fait, il y a une limitation qui va être faite par la réglementation, qui est le fait qu'un médecin ne puisse pas utiliser un dispositif qui n'est pas un dispositif certifié CE. Et donc, cette certification CE comprend notamment toute la chaîne de production qui comprend, en fait, nous, dans notre process, on a un système de traçabilité de bout en bout qui va de la certification de la résine sous sa forme liquide jusqu'au suivi post-market qui permet d'assurer la continuité. Donc, on a notamment tout un système de traçage qui est fait par des puces NFC et qui permet, via une application et une API, de pouvoir assurer aux médecins et aux patients que l'on utilise un dispositif médical CE. Auquel cas, sinon, le médecin n'a pas le droit de faire un diagnostic sur la base d'un dispositif qui n'est pas un dispositif certifié. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est un élément qu'on peut faire chez soi par, je dirais, par curiosité intellectuelle, mais qui malheureusement ne peut pas être utilisé dans un cadre médical. Très bien. Alors, dernière question. À partir de quel moment vous avez communiqué sur l'idée chez WeMed et comment ça s'est fait pour embarquer finalement un peu la communauté médicale Waouh. En fait, alors c'est venu très simplement, c'est-à-dire que le premier proto que j'ai fait, moi, je voyais bien l'intérêt, mais je voulais avoir une validation quand même, je dirais, du monde médical. Donc, j'ai fait un simple post sur Facebook en disant, voilà, en gros, voilà l'idée, voilà le proto, voilà les résultats audio que j'obtiens. Si vous êtes médecin ou membre de la communauté médicale, allez-y, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait, les retours, ça a juste été hallucinant parce que je crois qu'à l'époque, j'ai eu plus de 500 messages en fait, de retours sur Facebook. Et très vite, en fait, il y a eu un emballement médiatique qui est arrivé où 15 jours après, on avait un article dans les journaux, Parisien, BFM, CNews. Après, c'est parti sur l'Europe. Après, c'est parti partout dans le monde. Et en fait, la communication, quelque part, nous a un peu échappé, puisque après, on a même reçu une lettre du président Macron, quand même, félicitant sur l'initiative du projet, quoi. Donc, effectivement, c'est parti complètement en live, mais ça nous a permis surtout d'avoir un retour humain énorme parce que énormément de gens en fait ont participé quelque part à la conception, que ce soit directement ou indirectement, mais c'était très communautaire en fait ce développement, c'était vraiment génial. Excellent. Très belle aventure. Et en plus, ce qui est, je trouve, encore plus intéressant, c'est qu'on est dans une période où justement tout s'est arrêté. On pourrait dire que justement l'innovation s'arrête aussi et tu en es la preuve du contraire, qu'au contraire, finalement, des éléments perturbateurs extérieurs, des crises peuvent amener aussi de l'innovation et rendre aussi des produits plus accessibles. Tout à fait. Alors, moi, je ne sais pas si c'était encore une petite minute, mais pas mal de questions aussi par rapport, alors je dirais plutôt côté production, comment ça va se passer concrètement? Parce que pour produire 60 000 pièces par mois, il va falloir embaucher, il va falloir créer des usines 4.0. Ouais. Comment c'est prévu? Alors, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, c'est notre partenaire Third qui a développé en fait tout le process de production qu'ils maîtrisent à la perfection parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des grands groupes industriels qui mettent aussi tous les moyens nécessaires pour la production du scope. Donc ça, c'est assez sympa de leur part quand même parce que c'est un grand pari qui est fait notamment sur la production du scope, mais ils le font.
Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce serait long et pas forcément super intéressant, ou ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul, je crois. Mais voilà, c'est un process complet et hyper résilient en fait. J'imaginais pas effectivement la possibilité de produire autant, mais effectivement ça demande beaucoup d'embauche, ça demande beaucoup d'investissements initiaux, et on est ravis qu'ils prennent ce pari avec nous. En tout cas, l'invitation est lancée pour en savoir davantage sur l'organisation de production du scope. Voilà, merci encore. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci à tous pour vos nombreuses questions. Et merci Pierre et Bertrand d'avoir été également à nos côtés pour répondre aux questions et donner votre avis sur ce sujet important. Excellente journée à tous et à très bientôt. Excellente journée. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.